Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, Steve Biko, secrétaire général de l'Union des Nouvelles Générations, chargé de la communication et du marketing politique. À côté de lui, Cédric Ikoné, membre de la représentation FPI ici en France. Et à côté de moi, Armand Dago, secrétaire général du COGEP France. Avec ces trois jeunes loups de la politique ivoirienne, nous allons parler ensemble du thème suivant, Côte d'Ivoire, quelle opposition pour les législatives à venir, les élections locales et pour l'alternance démocratique en 2020. Je vais commencer d'abord par Steve Biko, alias Lago Fabrice, ce n'est plus un secret, hein, ce n'est même plus un scoop. Aujourd'hui, le camp Laurent Gbagbo est dans l'opposition après la chute du président Laurent Gbagbo en avril 2011. Et depuis lors, on a le sentiment que les différents partis qui soutenaient le président Laurent Gbagbo partent d'organisations, d'alliance en alliance, sans véritablement faire le bilan des alliances qui quittent voilà une autre. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à la LMP pour qu'on se retrouve au CNRD, pour qu'on se retrouve à l'AFD, pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans l'Union sacrée des 23. Quel bilan vous faites de la chute? Merci M. Oro. Effectivement, vous posez une question pertinente. Il faut retenir qu'en termes d'alliance, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on appelle les alliances formelles, qui sont le résultat des discussions entre partis politiques, et qui, en général, aboutissent par la signature d'une charte ou des tests qui régissent le fonctionnement. Et il y a des alliances idéologiques, c'est-à-dire que des rapprochements qui se font naturellement parce que nous partageons les mêmes convictions politiques, nous partageons le même combat. En ce qui concerne l'Union des Nouvelles Générations, nous étions membres de la majorité présidentielle. Comme son nom l'indique, c'est un groupement qui avait été mis en place pour accompagner le candidat de tous ces partis qui ont été choisis à la présidentielle de 2010. Une fois que celle-ci s'est terminée dans les conditions que nous savons, il était important de tresser un bilan et ensuite répartir sur de nouvelles bases. Malheureusement, ce bilan n'a pas pu être dressé avec toutes les formations qui faisaient partie de la LMP, mais n'empêche qu'au niveau de l'Union de Nouvelles Générations, nous avons fait notre bilan interne et pris un certain nombre de résolutions. Par la suite, il y a eu d'autres propositions, il y a eu notamment l'AFD, un moment, ensuite la CNC, mais ce n'est pas ce bilan-là qu'il est important de dresser, ce n'est pas le bilan des coalitions. C'est d'abord le bilan de la gestion du pouvoir et de la perte du pouvoir. Parce que les autres... Justement le bilan de la perte du pouvoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je reviendrai à vous tout à l'heure, Cédric Ikoné qui est représentant du FPI France, vous qui, Laurent Gbagbo est issu du FPI. Et pour vous, depuis lors, je rappelle, je vais préciser pour les Ivoiriens, pour les téléspectateurs, que nous avons invité sur ce plateau Georges Akar, représentant du Front populaire ivoirien, tendance Pascal Affi-N'Guessan. Malheureusement, il a décliné l'invitation parce qu'il estimait ne pas pouvoir être sur le même plateau de télé avec un représentant du FPI, tendance Aboudraman Sangaré. C'était juste la précision, je reviens vers vous, monsieur. Alors, monsieur Oro, c'est très bien de me poser la question, mais avant de vous répondre, je voudrais réagir sur cette scission que la presse présente à tort et à travers chaque fois. Il n'y a pas de FPI, il n'y a pas de tendance dans le FPI, et je tiens à le préciser et à le dire une fois de plus encore sur votre plateau. Il y a un seul FPI. Nous avons eu un congrès, les tests du parti sont clairs. À l'issue de ce congrès-là, Pascal Affi-N'Guessan a été exclu. Si demain ou après-demain, Pascal Affi-N'Guessan doit revenir au FPI, c'est un congrès qui normalement doit décider de la réintégration de Pascal Affi-N'Guessan. Mais en l'espèce et au jour d'aujourd'hui, il y a un seul FPI qui est présidé par Laurent Gbagbo et une délégation de pouvoir qui a été faite à Sangaré Aboudraman. Voilà. Nous allons revenir voilà, la précision est importante. Nous allons revenir sur ce sujet, mais pour l'instant, on va prendre la question. Mais rassurez-vous, nous reviendrons. Voilà. Et donc, en termes de bilan, vous savez, nous avons... Vous avez dirigé le pays. Est-ce que vous avez fait un bilan? Qu'est-ce qui n'a pas marché et puis nous avons perdu le pouvoir? Est-ce que vous avez posé cette question au FPI? Écoutez, il y a une situation des plus catastrophiques à l'issue du 11 avril qui s'est étendue dans le temps jusqu'à aujourd'hui.
Pour l'instant, nous sommes en train de gérer les urgences. Nous avons des camarades qui sont en exil, nous avons des camarades qui malheureusement nous ont quittés. Nous avons de nombreuses familles qui, au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à joindre les deux bouts au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les urgences que nous gérons. Nous avons bien entendu tiré les conséquences du passé. Nous avons également appris des leçons. Mais en l'état actuel, on ne va pas tirer sur l'ambulance, monsieur. Il faut gérer les urgences. Et les urgences-là sont celles-là au jour d'aujourd'hui, au niveau du Fonds populaire ivoirien, et je crois également au niveau des partis alliés. Vous êtes en train de nous dire que le FPI n'a pas encore fait l'inventaire de sa gestion du pouvoir. Le FPI a eu à diriger le pays pendant un certain nombre d'années. La gestion du pouvoir d'État ne peut pas se faire dans ces conditions-là. Et les leçons que nous avons apprises sont des leçons qui sont en interne, qui au jour d'aujourd'hui nous permettent d'avancer sur une lancée. C'est pour ça que nous gérons dans un... Bon, nous reviendrons sur votre avancée. Sinon, pour l'instant, les Ivoiriens ne voient pas sur le FPI tendance à Boudarman Sangaré à avancer. Non, monsieur, il n'y a pas de tendance, je me répète encore une fois de plus encore, le FPI une fois de plus encore. Ça ne va pas être une polémique, mais voilà. L'organisation reconnue aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de reconnaissance, vous parlez de quoi? Un parti politique, dans un premier temps, c'est une association. C'est une association qui a pour but de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Et donc, dans l'association, nous donnons des règles. Le juge ivoirien ne peut pas créer de nouvelles règles et dire que c'est tel ou tel individu qui, au jour d'aujourd'hui, est président. Nous avons des tests. Nous marchons en fonction des tests. Il n'y a pas de création de nouveaux tests. Monsieur Amandago, secrétaire général du projet France, votre leader, Charles Bécouté, qui est aujourd'hui détenu de Laurent Gbagbo à la CPI, a été un homme du pouvoir. Il a participé au pouvoir. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, beaucoup disent même qu'il était l'un de ceux qui véritablement ont poussé Laurent Gbagbo sur cet aspect dur, sur cette ligne dure que Laurent Gbagbo avait prise lors de la crise post-électorale en refusant de céder le pouvoir à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de ces situations à votre niveau au sein du COJEP? Je rappelle que vous étiez un mouvement et vous êtes passé aujourd'hui parti politique. Merci de l'avoir appelé. Je vais d'abord revenir sur le point pour lequel Charles Goudé aurait poussé le président Gbagbo dans cette position. Je pense que je vais m'inscrire en faux. C'est un faux procès et c'est tout à fait... ça, c'est la fabrication des journalistes. Si vous vous rappelez bien, Charles Goudé a été l'homme qui a tendu la main au réveil. L'homme qui a suscité la caravane de la paix. L'homme qui a fait l'accord de Versailles en 2006. Donc il ne peut pas faire toutes ces démarches-là et en même temps faire le contraire de toutes les démarches. Charles Goudé est un homme ouvert et qui a toujours cru à la négociation, au dialogue politique. Donc il n'a pas poussé le président Gbagbo, il n'a pas conseillé sur cette voie. Et je rappelle que le président Gbagbo n'est pas un homme à influencer. C'est le président Gbagbo. Mais Charles Goudé était un homme qui avait quand même beaucoup de pouvoir aux yeux de... Qu'est-ce que vous appelez avoir beaucoup de pouvoir? Il était écouté, entendu. Être écouté ne veut pas dire qu'on a beaucoup de pouvoir. Mais aujourd'hui, quand vous le rencontrez, certainement, je présume que vous... Et quel bilan, au niveau de votre organisation, quel bilan vous avez fait? Nous avons fait un bilan. Nous avons conclu qu'en étant mouvement, nous avons lutté pour l'institution de Côte d'Ivoire. Malheureusement, 2011, nous connaissons tous 2011, à partir de là, au projet, nous avons réfléchi pour dire est-ce qu'on peut rester mouvement et dans telle position dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit non, on a eu le congrès de l'ALP et nous sommes devenus parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est de changer les choses. C'est de proposer à ses concitoyens une autre voie. Quand on propose, quand on fait un parti politique, c'est-à-dire que ce que nous avons fait par le passé, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ont marché. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait n'était pas bon. Le COJEP a fait sa part. Et le COJEP continue de faire sa part. Le bilan est que de mouvements politiques, nous sommes passés à parti politique.
Donc vous, quand vous avez fait le bilan de la participation de votre leader à la vie politique ivoirienne, c'est de transformer votre mouvement en une organisation politique. Parce Pour que nous avons participer estimé que, à la requête du pouvoir et l'exercer. parce que notre leader étant en mouvement, notre leader avait la capacité de bouger. Nous nous sommes rendus compte qu'il est maintenant en prison. Il est en prison, on accuse notre leader d'être un milicien. Alors nous avons créé le parti politique pour dire qu'un milicien ne peut pas diriger un parti politique. C'est de prouver au monde que la voie que Charles Blé Goudé a choisie, c'est la voie démocratique. Ok, merci. Nous allons toujours continuer. Dans l'ensemble, si je comprends bien, M. Steve Biko, Cédric Collé, il n'y a pas véritablement un bilan qui a été fait. Vous qui avez déjà participé à cette alliance politique qui était la majorité présidentielle qui a soutenu la candidature du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas encore eu un inventaire qui a été fait depuis la chute de ce dernier. Non, comme je l'ai dit, nous à l'Union des nouvelles générations, nous avons dressé un bilan. La majorité présidentielle avait pour mission de faire en sorte que le candidat qui a été choisi par tous ces partis au moment remporte l'élection présidentielle. Et il a remporté l'élection présidentielle. Dès cet instant, le bilan de la majorité présidentielle, il est plutôt positif. Ensuite, la perte du pouvoir d'État n'est pas imputable à la majorité présidentielle en tant qu'organisation qui avait été mise en place pour accompagner le candidat Laurent Gbagbo à la présidentielle. Il est imputable à qui? Il est imputable à certaines contingences aussi bien internes qu'externes. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas encore de bilan qui a été dressé avec toutes ces organisations. Mais à l'UNG, en tant qu'UNG, nous avons dressé le bilan et l'attitude que nous avons adoptée depuis 2011 jusqu'à ce jour est la résultante justement de ce bilan que nous avons adopté et que nous avons fait et les conséquences que nous en avons tirées. Parce que lorsque nous avons fait... Quelles sont les conséquences que vous en avez tirées? Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Les questions les plus importantes qui sont ressorties, c'est que au niveau, nous avons péché, au niveau diplomatique et au niveau de la communication internationale. C'est ce que l'UNG a fait en tant que bilan. Parce que le problème que nous avons rencontré en Côte d'Ivoire n'était pas un problème de majorité, parce que le président Laurent Gbagbo a remporté les élections. Et il était victime d'un coup d'État drainé par la coalition internationale qui a connu son aboutissement en 2011. Donc, quand on fait un peu de géopolitique, on se rappelle que si nous avons perdu le pouvoir de manière violente, c'est certainement parce que nous n'avons pas pu nous attirer la faveur d'un certain nombre de personnes qui pourraient partager notre vision du développement de l'Afrique et plus précisément de la Côte d'Ivoire. Il était donc important d'orienter notre discours vers ces personnes-là pour leur expliquer la réalité de la crise et la réalité de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons depuis 2011. Certains même nous reprochent d'être plus présents dans la diaspora comme Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est un choix que nous assumons, c'est un choix que nous revendiquons pleinement. Parce que notre défaillance n'est pas le manque des militants, n'est pas la minorité. Je ne pense pas que le camp Gbagbo, ce qu'on appelle les pro-Gbagbo, soient en minorité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont même majoritaires. Donc la perte du pouvoir n'est pas consécutive à la perte des élections. La perte du pouvoir, pour nous, elle est consécutive au fait que nous ayons manqué peut-être de nous faire entendre auprès des personnes avec qui nous devions discuter au niveau international, que nous avions manqué de communiquer sur ce qui était notre projet. Parce qu'on nous a souvent présenté comme des nationalistes, des personnes qui étaient xénophobes, des personnes qui étaient réticentes à la démocratie. Il est important de rétablir cette image pour dire non, nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes souverainistes. Ce sont des questions, ce sont des notions un peu différentes. Il est important de dire que nous ne sommes pas xénophobes. Nous sommes ouverts au monde, nous sommes disposés à recevoir des conseils, mais nous ne voulons pas qu'on nous impose notre point de vue. Donc, M. Oro, si vous voyez qu'au niveau de l'UNG, nous tournons un peu partout en Europe, aussi bien en Amérique et partout, c'est justement pour rencontrer des hommes politiques, pour rencontrer des décideurs, mais pour rencontrer aussi des groupes de pression, pour leur expliquer la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais la situation dans laquelle se trouve généralement toute l'Afrique au sud du Sahara. Monsieur Cédric Collé, depuis la chute du président Laurent Gbagbo, on a le sentiment qu'il n'y a plus de leader au sein du FPI, ou du moins, je dirais, du camp Laurent Gbagbo. C'est fini, tout le monde est éparpillé. Vous n'arrivez même plus à faire l'union, le rassemblement autour d'une idée, autour d'un acte. Qu'est-ce qui se passe? Même au FPI aujourd'hui, c'est la division. C'est quoi exactement? Non, encore une fois de plus encore, pardon, je vous dis que... Donc, non, il n'y a pas de langue de bois. Vous savez, il n'y a pas de langue de bois ni de formule politique, monsieur. Ceux qui sont les militants qui sont au FPI avec Pascal Affi-N'Guessan, ils ne sont pas FPI.
ils sont du PDC, ils sont du RDR, Ce sont des militants. ils sont du Ce RDR. sont des militants du Front populaire ivoirien qui ont le droit d'avoir de la sympathie pour un ancien militant qui a été exclu en bonne et due forme par un congrès. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan parle au nom du FPI. Quand Oui, il mais est invité dans monsieur, cette quand vous institution, faites la lecture des choses, c'est une très bonne chose. Monsieur Cédric, Oui. connaît, quand Pascal Affi-N'Guessan est invité à des assemblées nationales comme internationales, il est invité en tant que président du Front populaire ivoirien, un parti politique régulièrement constitué en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le FPI est divisé. Monsieur pour nous, il n'y a Voilà. pas de division. Cette division-là, c'est vous qui la voyez comme une division. Nous ne considérons pas Pascal Affi-N'Guessan aujourd'hui comme le président du Front populaire ivoirien, tout simplement parce que nous avons des tests. Et ce que je suis en train de vous dire... À vous entendre, c'est-à-dire que l'union va être difficile. Non, ce n'est pas une question d'union qui est difficile, de réunification qui sera difficile. La réalité, elle est là. Selon vous, il n'y a pas de division, donc il n'y a pas de question d'union. Les tests de loi. Oui. Si demain, un congrès décide de réintégrer Pascal Affi-N'Guessan au sein du Front populaire ivoirien, c'est le congrès qui aura décidé. C'est ça, en fait, la vraie question. Parce que en l'état, tel que vous présentez les choses, ça participe au clientélisme, en fait, dans un état. Un pilotage stratégique de l'opposition, où on a des opposants qui sont pris ça et là pour affaiblir un parti dont on sait qu'il est grand. Voilà la vraie réalité que vous semblez ne pas reconnaître, monsieur. Je ne reconnais rien. Ce que moi, les faits me permettent d'apprécier, c'est de savoir il y a deux groupes au sein d'une même organisation. Voilà, mais pour l'instant, comme vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a qu'un seul FPI, nous allons y rester. Il n'y a pas de leader. Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez Laurent Gbagbo? Nous avons un leader, nous avons une direction. Donc le Front populaire ivoirien n'est pas dispersé. Et nous avons réglé également dans l'urgence un certain nombre de problèmes. Au jour d'aujourd'hui, vous verrez que des groupes de communication comme Réseau Panacom et également la DCM contribuent à faire parler du Front populaire ivoirien un peu partout. Toutes les actions qui sont menées au niveau d'Abidjan et au niveau de la Côte d'Ivoire sont relayées au plan international grâce à ces deux groupes de communication que nous avons mis sur pied dans l'urgence. C'est ça aussi ce mérite-là qu'il faut nous reconnaître parce que dans les urgences, nous arrivons quand même à avoir des innovations et à aller de l'avant. Il ne faut pas tout le temps nous voir comme des personnes qui refusent tout en bloc, comme des personnes qui nient la réalité. Nous ne sommes pas des... Mais vous refusez tout en bloc apparemment. Non, il n'y a pas... Depuis la chute de Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas aux élections, vous ne participez à rien, c'est non, non, non. Nous n'avons jamais dit, nous ne sommes pas là pour dire non, 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 il y a des conditions que le Front... Vous n'arrivez même pas à vous conditions... reparler entre vous au sein du FPI. Comment vous allez parler nous parlons au sein du Front populaire ivoirien, tout le monde parle avec tout le monde, tous les militants communiquent entre eux. Un militant, celui qui est reconnu comme tel par le... je vais peut-être l'exprimer de façon caricaturale, mais un militant, celui qui est reconnu comme tel à l'issue du dernier congrès que nous avons tenu à Mama. Il n'y a pas de débat pour nous à ce sujet-là. Nous disons que notre porte, elle est ouverte à tous les militants, à tous ceux qui veulent contribuer à l'éclosion de la démocratie et de la vérité en Côte d'Ivoire. Mais il faut quand même que nous suivions nos lois et nos tests. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'organisation que vous représentez ici en France est une organisation illégale non reconnue par l'État du Côte d'Ivoire. Nous sommes le Front populaire ivoirien, nous sommes un parti légalement reconnu par l'État de Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Notre président a bataillé dur pour que notre parti soit reconnu et nous connaissons tous les circonstances dans lesquelles le Front populaire ivoirien a été reconnu. Ce n'est pas parce qu'un individu participe au pilotage stratégique, et je le dis encore, au pilotage stratégique de l'opposition, que nous sommes dans l'illégalité. La preuve en est que vous avez parlé de nombreuses alliances. En notre qualité de parti politique, nous avons participé à la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Voilà. Donc ça, qui était une alliance circonstancielle pour les élections, pourtant vous-même vous ne voulez pas aller aux élections. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, clairement, quand on regarde la situation, l'opposition ivoirienne est en déliquescence devant le pouvoir Ouattara. On a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. M. Amandago, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ça, pourtant l'opposition est essentiellement composée des partisans de Laurent Gbagbo, 46% d'après les résultats de la commission électorale indépendante, 46% accrédités au candidat Laurent Gbagbo. Quand on arrive dans l'opposition et qu'on fait
On n'arrive même pas à faire 10% de l'électorat ivoirien. Qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas à aller à des élections, quand on n'arrive pas à conquérir, glaner des municipalités, des élections? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au sein de... Merci, monsieur Ménard. Déjà, je voulais dire que ce qui arrive à l'opposition ivoirienne, dans un premier temps, c'est tout à fait normal. Parce que même dans une famille, quand le père n'est pas là, les premières années ou les premiers mois, il y a une dispersion. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une première. Ça veut dire que ce qui arrive à l'opposition ivoirienne, je dirais que nous avons eu un moment de traumatisme. Et quand on finit de gérer ça, nous sommes obligés de faire le rassemblement. Nous sommes obligés de nous appliquer à nous-mêmes la séance où nous discutons. Ça vient quand? Ça va venir. Comme, vous savez, monsieur Leroux, comme je le dis encore... Quand vous êtes en train d'exclure d'autres, à quel moment vous monsieur, allez vous asseoir et au discuter? COGEP, Même au COGEP, il y a COGEP mouvement, il y a COGEP parti politique. au COGEP, Même au sein du COGEP, il y a dissension. À quel moment, Je au sein de votre organisation je vous le dis encore. individuelle, il y a un problème? À quel moment vous allez aller Je vous le- au rassemblement? Je vous le dis encore. Vous savez, je dis et je le redis encore. Tout ce qui arrive est normal. Maintenant, quand on a fini de dire c'est normal, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut le rassemblement. Le rassemblement aujourd'hui, pour changer les choses en Côte d'Ivoire, nous avons l'obligation de se parler. Vous savez, on peut revendiquer la même chose, mais pas de la même voix. Donc, quand vous dites que l'opposition, il y a plusieurs têtes, c'est tout à fait normal. On peut revendiquer la même chose, mais pas de la même voix. Il n'y a même pas plusieurs têtes, il n'y a même pas de tête. Si, il y a des têtes. Monsieur Si. Sibiko, non. Si. On ne sait même pas qui Si, écouter. monsieur- Donc, il y a peut-être des si, bouches qui monsieur vont se Oro, commencer à des il y a têtes. l'UNG, il y a le COGEP, il y a le FPI, vous savez, nous sommes plusieurs identités. C'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour conquérir le pouvoir? Ça, c'est notre débat. Vous n'êtes pas encore arrivé. Ça, c'est notre débat. Steve Biko, Ça, c'est notre débat. vous qui êtes... N'oubliez pas quand même qu'il y a les prisonniers politiques, monsieur Oro. N'oubliez pas qu'il y a quand même des faits avant d'arriver à tout ça. Il y a eu des morts, il y a les prisonniers politiques. Il y a M. Laurent Gbagbo qui est en prison. Il y a M. Charles Goudé qui est en prison. Il y a Simon Gbagbo qui est en prison. Il y a quand même des têtes de ce que vous appelez l'opposition qui sont en prison. Donc c'est normal que les enfants soient dispersés. Mais après ça, nous allons nous retrouver. Et nous avons l'obligation de nous retrouver. Mais quand? Parce que si hier... Après 2020? Non, parce que non, pas après 2020. Mais c'est quand? On doit le faire avant 2020. On doit le faire avant 2020. Ce genre de choses, très souvent, ça se fait lors des échéances électorales. On va le faire. L'UNG a fait son Bon, justement, à ce sujet, sa convention. Monsieur, Donc, on Steve va Biko, le faire. c'est quand vous allez aller, quand l'opposition va aller au rassemblement? Vous savez, comme je vous le disais, il y a plusieurs types de rassemblements. Aujourd'hui, il faut admettre, il ne faut pas user les langues de bois. Nous constatons un peu de choc d'ambition personnelle, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'on ne fait pas de la politique sans avoir des ambitions. Donc, il y a des ambitions personnelles qui s'entrechoquent et qui rencontrent des obstacles là où se trouve l'ambition collective. Et en l'absence du président Laurent Gbagbo, qui est un leader charismatique, il est normal que tous ceux qui ont collaboré avec lui estiment que c'est le moment pour eux d'assumer le leadership. Naturellement, ça s'entrechoque. Mais nous, à l'UNG, nous disons qu'il est temps pour nous de nous asseoir pour poser les bases d'une véritable alliance, qui ne soit pas une alliance circonstancielle. Vous savez, le CNRD avait pour mission... Quelle était l'alliance circonstancielle? Je vais vous les citer sans langue de bois. Le CNRD, c'était une alliance pour mener le combat patriotique. D'ailleurs, son nom le disait. Par la suite, il y a eu la majorité présidentielle pour accompagner le candidat Laurent Gbagbo lors de la présidentielle de 2010. Ensuite, nous avons eu la CNC, qui était un peu un melting pot et des personnalités politiques, et des partis politiques, et des mouvements, et d'associations de la société civile. Comme vous l'avez dit, pour obtenir des élections libres et transparentes en 2015. Ces organisations-là, elles ont vécu, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles sont mortes d'elles-mêmes. Est-ce que c'est pas parce qu'elles n'avaient pas été dépouillées des erreurs du passé? Non, on n'a pas pense pu que exorciser il y a des organisations qui ont disparu parce que ce pourquoi elles ont été créées était arrivé à son terme. Vous comprenez? La majorité présidentielle, comme je l'ai dit, a été créée pour aller aux élections de 2010. Dès l'instant où les élections de 2010 sont finies, on est d'accord qu'elle n'a plus d'ambition, à moins qu'on lui donne des tests et qu'on lui confère d'autres missions. Mais cette mission était achevée. Aujourd'hui, ceux qui sont en face de nous sont en train de travailler à créer un parti unique, le RADP.
Il est donc bon que de notre côté, on s'asseye et qu'on pose les balises. Nous, à l'ONG, nous avons réfléchi sur la question et nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous ne pouvons pas le faire seul. Justement, si on le fait seul, ce n'est plus un groupement. Donc, il est bon que tous ceux qui partagent l'idéologie du président Laurent Gbagbo, ce qu'on appelle en général les pro-Gbagbo, que nous puissions nous asseoir et tirer les conséquences de tout ce que nous travaillons depuis 2011, comprendre que nous sommes divisés et idéologiquement rassembler ceux qui sont d'accord. Parce que vous discutez tout à l'heure avec le camarade Cédric Collet sur le fait qu'il y ait 2 FPI. Peut-être. Mais la question n'est pas une question de personne, comme vous semblez l'insinuer, c'est une question idéologique. Dès lors qu'il y a une séparation idéologique, les positions deviennent inconciliables. Donc, rassembler déjà ceux qui se reconnaissent encore en l'idéologie du président Laurent Gbagbo au combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et poser les balises d'un groupement qui puisse défendre les intérêts des Ivoiriens. Donc, nous le savons et nous en discutons, que ce soit avec le FPI, que ce soit avec les autres formations politiques, et nous avons bon espoir que cela va se faire. Vous rassembler quand? Non, monsieur Ouro, vous savez... En termes de... Situez-moi exactement, c'est quoi? Je ne dis pas une date, mais je dis... Il y a des événements qui arrivent et puis on se retrouve, on se rassemble par rapport à des enjeux, par rapport à des... Non, nous sommes déjà ensemble. La question, c'est de formaliser cela. Parce que je vous rappelle, la direction de l'UNG rencontre régulièrement la direction du FPI. 2 jours avant la convention que nous avons tenue récemment à Divo, Paul Arnaud Bowie, qui est le premier vice-président de l'UNG, était avec le docteur Aboudraman Sangaré pour discuter. Donc, il y a déjà ces rencontres-là. Mais seulement qu'elles se déroulent dans un cadre informel. Il faut donc formaliser. Donc, il n'y a pas de division. Il faut juste formaliser, poser les balises. Non, je ne pense pas qu'il y ait des divisions au sein de la famille pro-Gbagbo. Parce que tout le monde, même Afi Nguessan, il se revendique du président Laurent Gbagbo. Donc, déjà, on est tous d'accord sur le fait que chacun de nous se revendique pro-Gbagbo. Mais comment est-ce qu'on mène le combat? Comment est-ce qu'on le conduit? Comment est-ce qu'on reconquiert le pouvoir d'État? C'est à ce niveau qu'il y a des divergences. C'est de ça que nous parlons. Justement, bientôt, le référendum pour adopter la nouvelle constitution ivoirienne. Bientôt, les élections législatives. Vous, à l'UNG déjà, vous avez dit, vous n'y allez pas. Je présume que le FPI, dirigé par Aboudraman Sangaré, va certainement suivre l'UNG. Nous avons une tradition fortement démocratique ancrée au sein du Front populaire ivoirien. Nous avons de nombreuses bases sur l'ensemble du territoire ivoirien et ça, ce n'est un secret pour personne. Et nous avons donc cru bon de consulter ces bases-là. Et les tendances qui me parviennent, en tout cas ces temps-ci-là, me font dire que le parti, tant que de très bonnes conditions pour aller vers des élections en Côte d'Ivoire ne sont pas réunies, le parti n'est pas prêt à légitimer des élections qui ne sont pas justes et transparentes. Donc, clairement, vous n'allez pas aux élections. Non, le parti doit se prononcer, la direction du parti doit officiellement se prononcer là-dessus. Moi, je vous parle sur les présomptions, en fait. Les conditions dont vous parlez, c'est les mêmes de 2010, c'est les mêmes de 2015. Non, de 2015, je dirais. C'est les mêmes de 2015 qui sont là, c'est la même CEI, c'est le même président du conseil constitutionnel, ça n'a pas changé. Donc vous n'y allez pas. Oui, mais donc vous êtes en train de nous peindre en fait le tableau général de la Côte d'Ivoire parce que nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes au plan local dans ces conditions-là. Donc vous n'y allez pas. Il ne s'agit pas de dire non, on va se retrouver. Vous n'y allez pas. C'est les mêmes conditions qui sont là. 2015 qui vous empêchez d'aller aux élections présidentielles, ou du moins que vous avez l'argument que vous avez énoncé pour dire que vous n'y allez pas, ces mêmes arguments existent. Le fichier électoral, nous avons demandé une révision du fichier électoral depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années. C'est des choses que... Donc, comment vous n'y allez pas? Non, pas qu'on ne veut pas y aller, mais est-ce que le pouvoir en place est prêt à ouvrir le jeu démocratique? C'est ça. Vos cadets l'UNG, ils ont pris la décision de façon responsable. Nous sommes courageux également, mais nous sommes en train de vous mettre face à la réalité, face à la situation. Mais c'est cette réalité qu'ils ont observée. C'est au nom de cette réalité qu'ils ont pris cette décision. Quand on a nos cadres... Vous ne faites pas l'économie de cette réflexion-là et aller directement... Il faut exposer les choses parce que les gens ont tendance à peindre les choses comme si nous étions des nihilistes, des gens qui n'y vont pas parce qu'il y a d'autres raisons, parce qu'on a peur d'y aller. Non, ce n'est pas ça la raison. La vraie raison, c'est les raisons que vous énoncez, qu'on a des cadres qui sont emprisonnés, c'est qu'on a des Ivoiriens qui sont emprisonnés, c'est qu'on a un climat de sécurité qui ne peut pas nous permettre d'aller à des élections. Donc, et je le dis de façon personnelle, la base
va peut-être se prononcer par la négative. Voilà. La base va certainement se prononcer, le FPI, Aboudraman Sangaré n'y va certainement pas. Le FPI, monsieur, le FPI va se prononcer et certainement... J'espère que vous allez m'accorder au moins ma liberté de parole. Oui, nous ne sommes pas dictateurs, mais je vous précise en fait les choses que vous sembliez oublier. Je n'oublie pas. Voilà. Moi, les faits, je suis un historien de l'instant, les faits me permettent d'apprécier que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a deux organisations politiques qui prétendent appartenir au FPI. Une dirigée par intérim par Aboudraman Sangaré, l'autre par Pascal Affi-N'Guessan. C'est une lecture que vous faites, mais vous m'accorderiez le fait que nous ne sommes pas en situation. Monsieur Armand Dabo, Oui. les législatives, l'UNG n'y va pas. Le projet a une convention. Le FPI n'ira pas certainement. Ils suivront leur cadet de l'UNG. Le COGEP de Charles Blé, qu'est-ce qu'il fera? Ils ont une convention, bientôt ils vont se prononcer. C'est ce que je peux dire. Mais quels sont, pour vous, quel secrétaire général, quels sont les éléments qui seront prépondérants pour vous amener à y aller ou à ne pas y Je ne aller? peux pas donner les conclusions d'une convention qui n'a pas encore eu lieu. Je ne demande pas de donner les conclusions, je dis quels sont les éléments, vous, qui pourront permettre d'aller à cette élection, à ces élections législatives, ou quels sont les éléments qui vous permettraient de ne pas y aller? Écoutez, les éléments sont connus. Aujourd'hui, Vous me les rappeler. les éléments sont connus. Aujourd'hui, nous parlons de la liste électorale, déjà. Les réductions électorales également aussi. Donc, une convention aura lieu, on va analyser tous ces points et on verra si c'est respecté ou pas. Si c'est respecté, on y va. Si c'est pas respecté, on y va pas. Si c'est respecté, c'est-à-dire Si le pouvoir... sortons du flou. Oui, c'est pas. Si le Vous êtes des si jeunes. le Vous pouvoir êtes différents d'Abidjan- de nos aînés qui ont 60 ans, Si le 70 pouvoir ans. Et d'Abidjan- vous voulez avoir la langue de bois. Pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de langue de bois, monsieur. C'est quoi qui, vous, avant d'avoir secrétaire général du FPI, du COGEP France, qu'est-ce qui peut empêcher un militaire responsable du parti politique de Charles Blé d'aller à des législatives de se présenter dans sa circonscription? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Si le conseil, la commission électorale indépendante reste dans cette configuration, si la liste électorale reste dans cette configuration, évoquez les éléments, vous, qui peuvent vous empêcher dans les élections. Soyez clair, pourquoi vous faites du flou? C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. Ça ne vous ressemble pas, pourquoi vous faites ça? C'est ce que je viens de vous dire, monsieur. Vous ne l'avez pas dit. Non, je vous dis. Oui. Si la liste électorale n'a pas été révisée, si la CEI actuelle reste comme elle est, je vous rappelle que le COGEP n'a pas de représentant dans cette CEI-là. Voilà. Si ça n'a pas été fait, on ne peut pas aller aux élections. Parce que le COGEP n'a pas de représentant dans cette CEI-là. On ne peut pas aller aux élections où on n'a pas de représentant. Vous savez, monsieur Oro, vous savez, Tout n'est pas dit les choses. Non. Monsieur, nous sommes, vous savez, dans un pays, on ne rejette pas tout en bloc. On essaie de négocier étape par étape. C'est ça aussi, un pays. c'est important de préciser pourquoi nous n'allons pas aux élections. Et j'avoue, me réjouis du fait que le camarade Cédric Koné, bien sûr, se basant sur les tendances, en tant que militant qui est informé de ce qui se passe dans son parti, annonce déjà qu'il y a de fortes possibilités que le FPI n'y aille pas. Et je me réjouis aussi que le camarade Armand Dabo laisse entrevoir le fait que le COGEP pourrait boycotter aussi ces élections-là. Cela montre que, bien que nous ne soyons pas ensemble, vous voyez que nous défendons les mêmes choses, nous ne sommes pas désunis. Nous défendons les mêmes causes, qui sont que le problème que nous rencontrons en Côte d'Ivoire n'est pas un problème électoral, c'est un problème démocratique. Les élections font partie du système démocratique, mais les élections ne résument pas la démocratie. Il y a la question des libertés individuelles et publiques. Vous comprenez? Donc quand dans notre pays, on a 243 prisonniers politiques, 6 années après la fin de la crise post-électorale, quand on a des milliers d'exilés, quand on a encore des comptes gelés, il est clair que la justice des vainqueurs mise en place n'est pas faite pour favoriser l'expression démocratique. Vous me direz que, bien sûr, dans aucun pays au monde, le pouvoir ne crée des conditions optimales permettant à l'opposition de s'exprimer. Je suis d'accord, mais il y a des conditions minimales. Les conditions minimales, c'est de savoir est-ce que celui qui lit le vote, est-ce qu'il est transparent, est-ce qu'il est honnête. Nous disons que M. Youssouf Bakayoko, à la tête de la CEI, c'est une hérésie. Quand on sait la grande part que ce monsieur a pris dans la crise post-électorale que nous avons connue. Et si Charles Blé Goudé est aujourd'hui à la CPI, mais M. Youssouf Bakayoko fait partie des personnes qui ont occasionné cela. Donc Charles Blé Goudé ne peut pas être détenu à la CPI et le COGEP irait à des élections législatives et municipales qui seraient tranchées par le même Youssouf Bakayoko. Cette démarche ne serait pas logique.
Vous comprenez? Alors que le parcours de Charles Blé jusqu'à présent, il est logique. Donc vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que nous nous rejoignons bien que nous ne soyons pas des mêmes formations politiques. Mais justement, je vais rebondir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que s'ils ne donnent pas toutes les conditions, il faut qu'ils donnent les conditions au moins minimales. Oui. Oui. Mais Est-ce qu'ils ont donné? Ça a été donné? non, M. Armand Dago, je vais revenir à vous tout à l'heure parce que au sein du projet, Oui. il y a Patrice Coutet qui est candidat, hein, apparemment, qui a fait pas de campagne. C'est vous qui m'apprenez ça? Oui, il n'a fait pas de campagne chez lui, il est candidat, je crois, à Gaïma. Alors, monsieur C'est- Leroy, mais pour l'instant, je viens. Monsieur C'est- Séné, Il a des conditions minimales. mais je viens, les conditions minimales. Vous pensez que Ouattara va vous les donner? Non, On ne pense Quelles conditions vous avez créées? Non, on ne pour pense les pas. Monsieur, obtenir? vous savez, On ne pense pas, monsieur. quand on est dans une Qu'est-ce que république, vous faites pour les obtenir, ces justement, conditions minimales? mais le boycott, c'est un moyen d'expression démocratique qui est reconnu à toute formation politique. Les marches et les meetings sont des moyens d'expression populaire. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, ces marches-là sont réprimées. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous rappelle que le secrétaire général de l'UNG, Denis Aïpa, a été arrêté à un sitting, il a passé 8 mois en prison? Est-ce qu'il est nécessaire de revenir sur le fait que Zaboul Alain Durand, qui est président de la journée de l'UNG, a été arrêté à une conférence de presse, il a passé 8 mois en prison? Et Je dis, qu'est-ce que vous faites pour obtenir c'est les pour conditions montrer que nous ne minimales? sommes pas en position statique. Il y a des choses qui se font. Mais dans une dictature, normalement, ces questions-là prennent plus de temps. Donc nous nous retrouvons, nous discutons. Quand les différents partis politiques alliés idéologiques se seront prononcés, naturellement, dès lors se posera la question des actions à entreprendre et les différentes directions vont se retrouver pour ensemble déterminer un certain nombre d'actions à entreprendre. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui que chaque formation politique entreprenne des actions solitaires. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'être divisés. Et lorsque nous disons vouloir nous réunir pour décider ensemble de ce que nous voulons faire, que vous nous mettiez la pression, justement pour nous dire qu'est-ce que vous faites. Non. Mais justement, L'opposition voilà. va protester. Voilà, récemment, il y a le président Hassan Ouattara qui était devant l'Assemblée nationale pour présenter l'avant-projet de la nouvelle constitution. Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, avait demandé un sitting devant l'Assemblée nationale pour protester contre cette nouvelle constitution. Il s'est senti apparemment seul, il a vécu un moment de solitude, vers la fin il a reporté son sitting. Mais Pascal Affi N'Guessan voulait se retrouver avec qui? Je le demandais à son camarade, à son camarade de parti. Oui. À son ex-camarade de parti. Oui, puisqu'il insiste pour qu'on soit toujours camarades, on ne rejette pas les amitiés et les camaraderies. Alors, ce type de décision à se prendre de façon concertée. Il y a un processus qui est linéaire, il y a un processus qui suit son cours depuis de nombreux mois. Et c'est à quelques jours là de la présentation du projet à l'Assemblée nationale, ce qui est une incongruité, on en a parlé récemment entre camarades, c'est à quelques jours là de la présentation de ce projet de loi là, à l'Assemblée nationale que Pascal Affi N'Guessan va appeler à une manifestation. Vous voyez combien de fois ce n'est pas logique. Et quand je dis ce n'est pas logique, je pèse mes mots, et c'est un euphémisme. Il n'y a pas de logique dans cette démarche. Aujourd'hui, voilà un fait qu'il y a une nouvelle constitution qui est présentée devant les députés, qui va être certainement un nouveau texte qui va être présenté aux Ivoiriens pour savoir s'ils l'acceptent ou non. Qu'est-ce que sur cet enjeu important pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique et démocratique de la Côte d'Ivoire, vous, les partis politiques d'opposition, ça ne prend pas quelque chose d'important pour que vous asseyez pour dire asseyons les Non, vous savez, monsieur Mourou, il ne faut pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce référendum-là. Ce qui est important, c'est la situation que nous vivons depuis 2011. Ce référendum est une étape dans ce que nous vivons. Vous savez comment que M. Ouattara, avant même que les Ivoiriens se soient prononcés, a dit en public que nous sommes déjà dans la Troisième République. Lorsque celui qui doit surveiller le vote vous dit non, vous n'avez pas encore voté, les députés ne sont pas encore prononcés, mais que nous sommes déjà dans la Troisième République, à quoi donc sert le vote? C'est ça la question. Est-ce que nous voulons juste aller voter pour avoir... Voilà pourquoi je ne comprends pas la démarche de ceux qui appellent à voter non. Parce que appeler à voter non, alors que M. Ouattara a déjà dit que nous sommes dans la Troisième République, ça ne sert à rien. Appeler à voter non, alors que M. Ouattara nous dit que... Mais c'est une formule peut-être qu'il a lancée pour dire que voilà, il souhaiterait que son nouveau texte soit adopté par les Ivoiriens. Quand on est président de la République, on s'exprime clairement, on n'utilise pas de formule. Moi je pense que... Allez-y, M. Dago. Moi je pense que M. Alassane est en campagne pour le oui. Je
je pense que l'opposition, au COJEP, nous devons faire campagne pour le non. Il faut qu'on quitte aussi certains tranchées. On ne peut pas tout boycotter. Nous devons parler aux Ivoiriens, nous devons expliquer aux Ivoiriens pourquoi nous appelons aux Ivoiriens à voter non. Il faut les expliquer les enjeux. Voilà. Le non peut influencer. Parce qu'il ne faut pas donner carte blanche à M. Ouattara. M. Ouattara, c'est un être humain. Ce n'est pas un dieu. Il faut que nous sillonnons la Côte d'Ivoire pour expliquer aux Ivoiriens que cette constitution, nous devons voter non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est très important. Un parti politique doit aussi avoir le courage de dire on vous appelle à voter oui ou on vous appelle à voter non. Et si on vous appelle à voter non, c'est pas. Vous allez voter non avec des appareils, des institutions auxquelles vous n'avez pas confiance. Non. Vous n'avez pas confiance en la CEI, c'est elle qui va donner les résultats. La question n'est pas avoir confiance à la CEI ou ne pas avoir confiance à la CEI. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, c'est ça, votre vote sera comptabilisé. À un moment donné, vous savez, s'il y a un engouement de la population qui est plus, si le non prend le dessus, le pouvoir peut peut-être appeler aux négociations. On ne sait jamais. Ça, c'est une stratégie aussi. Donc pour vous, vous êtes pour le vote à ce référendum, mais votez non. Pendant que l'UNG dit ça ne sert à rien. Mais avant d'arriver même à cette question de vote, là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle pour que le chef de l'État nomme un comité d'experts afin que ce comité d'experts nous sorte un test pour que les populations se prononcent là-dessus? Non. Quand on veut faire une nouvelle constitution, on ne parle pas d'une révision constitutionnelle, nous sommes en train de faire une nouvelle constitution. Donc, en amont, il faut réunir toutes les forces vives de la nation pour que ces forces vives de la nation s'accordent sur la norme suprême que nous sommes en train de nous donner au jour d'aujourd'hui, avec cette nouvelle constitution, avant d'aller vers cette troisième république. Mais si on demande à un comité d'experts, je ne dénie pas de qualité juridique à ce comité d'experts, mais un comité d'experts qui lui a reçu une lettre, des consignes, selon lesquelles il faudrait orienter son travail. Et quand on vient nous dire, écoutez, il faut voter, il faut faire cela, il faut faire ceci, mais il y a de graves questions procédurales, même dans un premier temps, qui se posent. Est-ce que les gens, avant de parler de vote de oui ou de non, est-ce que les observateurs politiques, les commentateurs politiques que vous êtes s'interrogent sur cette façon de faire? C'est là, en fait, la première question. Au-delà de la forme et du contenu du test, oui. Au-delà de ça, vous aujourd'hui au FPI, quelle est votre attitude vis-à-vis, comme vous dites, à toutes ces entraves procédurales et au contenu, et quelle attitude que vous avez, quel message vous voulez passer aux populations? Alors je pense que nous déjà, en tant que parti légalement constitué, nous allons encore donner une chance à la démocratie, nous allons donner une chance aux institutions qui, par les faits et par la force des choses, sont incarnées par Ouattara. Je crois que dans la démarche et dans le cheminement, nous allons aller vers les institutions. À nouveau, nous allons peut-être saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander d'empêcher ce projet-là d'aller vers son aboutissement. Vous savez, vous n'avez pas confiance à la CEI, vous n'avez pas confiance. Oui, mais nous donnons une chance. Nous donnons une chance à ces institutions-là parce qu'il faut faire les choses dans la forme. Sur cette question de la Constitution, je pense que le débat a été justement houleux à Divo lors de notre dernière convention, mais nous avons fait le choix d'être conséquents envers nous-mêmes, d'être logiques envers nous-mêmes. Si, effectivement, nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, on peut exprimer sa volonté par le vote, et que nous avons confiance aux institutions qui doivent proclamer le vote, en ce moment-là, nous aurions appelé à voter non. Parce que nous étions sûrs de nous être assurés auparavant que la CEI serait prête à donner les résultats effectifs de ce référendum-là. Nous n'en sommes pas sûrs. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette CEI, elle fonctionne comme une boîte qui est affiliée au RDR et par conséquent à son président qui est M. Alassane Ouattara. Le Conseil constitutionnel en lui-même, il est illégal. Et il est dirigé par un ancien membre de la rébellion affilié à M. Ouattara. Donc toutes les institutions qui sont sur la voie référendaire, c'est des institutions qui sont déjà, non pour certaines illégales, pour d'autres antidémocratiques, et nous ne croyons pas qu'il faille se fier à celles-ci. Maintenant, si les camarades décident d'appeler à voter non, c'est une fois peut-être qu'il faut expérimenter, peut-être que le temps leur donnera raison. Mais nous disons qu'en politique, il faut être conséquent. Quand on n'a pas confiance en celui qui dit le vote, mieux vaut ne pas envoyer ses militants, justement à confier le destin à une telle personne.
Vous imaginez M. Issou Bakayoko, au sortir du référendum, dit effectivement oui, le non l'a emporté. Celui qui était capable de s'asseoir dans l'hôtel de Ouattara pour dire non, que c'est M. Ouattara qui a gagné les élections. Donc effectivement, que les voix, comme je vous le disais, nous revendiquons la même chose, mais que les voix pour y parvenir soient divergentes, ne fait que des expériences acquises par les uns et les autres. Mais nous voulons être conséquents, nous voulons être logiques envers nous-mêmes. Si on pense que la CEI peut être honnête, peut être transparente pour trancher le vote référendaire, pourquoi est-ce que nous aurions donc boycotté les législatives et les municipales? Parce que c'est la même organisation qui tranche le référendum, qui tranche les législatives et qui tranche les municipales. Si la CEI est capable de dire le vote pour le référendum, ça veut dire qu'elle est capable de dire le vote pour les législatives, qu'elle est capable de dire le vote pour les municipales. Donc nous ne pouvons pas appeler à voter non au référendum, boycotter les législatives. Et À puis, vous entendre tous les trois aujourd'hui, j'ai le sentiment que pour vous, l'environnement politique ivoirien n'est pas démocratique ou démocratisé. Par conséquent, vous ne participez à aucun événement qui participe de la vie démocratique d'un pays. c'est même pas une constitution que M. Ouattara soumet aux gens. À la rigueur, peut-être c'est une charte. Parce que le camarade Cédric Koné, il est juriste de formation, il pourra nous le dire, il l'a relevé tout à l'heure. Il n'y a aucune étape dans la rédaction d'une constitution qui soit respectée. Donc à la rigueur, peut-être c'est une charte, comme la charte du Nord qu'ils avaient rédigée auparavant. Parce que quand on ne respecte pas la forme en droit, naturellement, il y a de fortes chances que le fond soit biaisé. Donc, justement, nous ne disons pas que nous contestons. Nous disons qu'il faut des conditions démocratiques. Si demain on a des conditions démocratiques, on appellera à voter non. Mais justement, c'est cette question que nous sommes. Il n'y a pas, à vous entendre, il n'y a pas de conditions démocratiques. Moi, ce que je peux Allez-y, dire, monsieur. moi, ce que je peux dire, vous savez, il faut faire la part des choses. Une élection législative n'a rien à voir avec une constitution. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est le même vote. C'est le même vote, je suis d'accord. Mais là, nous parlons de la constitution de Côte d'Ivoire. C'est notre pays à nous. Vous savez, dans l'histoire d'un pays, à un moment donné, surtout en politique, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. À un moment donné, dans l'histoire d'un pays, il faut bousculer les choses. Il faut pousser les gens à changer. Parce que demain, qu'est-ce que la population va nous dire? Vous avez croisé les bras, Alassane est venu, il a fait son oui, la constitution a adopté, ne nous amènez pas. Donc vous, c'est pas votre nom hein, que... Non. Il faut expliquer à la population pourquoi nous appelons à voter non. Il faut une explication. Parce qu'il ne faut pas laisser la population comme ça, dans le pas pour dire non, on s'est ensemble dans une chambre et on dit bon, on a décidé, on dit on boycotte et puis c'est fini. Non. Il faut faire une tournée. Il faut expliquer la constitution aux Ivoiriens. Et il faut leur dire pourquoi on vote non et pourquoi on vote oui. C'est très important. C'est le rôle d'un parti politique. Monsieur Très Koné, important. Oui, monsieur. oui, vous disiez tout à l'heure, vous parliez, je crois, de même voix avec Monsieur Bicot. Siko, Oui. parlant de conditions démocratiques qui sont pas réunies. Donc ça ne sert à rien d'aller vote. Le vote risque d'être, si je prolonge sa pensée, Oui. risque d'être trafiqué par le teaser des résultats. Nous Partagez la même pensée. avons des points de vue qui se rejoignent. Ce que nous sommes en train de dire, comme je vous le disais au début, le FPI n'est pas un parti qui est dans une logique de tout rejeter en bloc. Nous sommes un parti des élections. Au jour d'aujourd'hui, comme vous le soulignez dans votre question, le climat, il n'est pas propice à une quelconque élection parce que le maître d'ouvrage, qui est le gouvernement Ouattara, ne veut pas donner la chance à des élections libres et transparentes. À l'époque du président Gbagbo, qui voulait la démocratie réellement, qui voulait des élections libres et transparentes, on a accordé une quote-part majoritaire à l'opposition, à la CEI. Ça, c'est un fait que les gens semblent oublier. Donc, si, jusqu'à une certaine période, le pouvoir n'entend pas donner des conditions démocratiques, les populations elles-mêmes se saisiront de la question et vont trancher. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire Les populations. Qui est le premier employeur de l'homme politique en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs dans le monde? Ce sont les populations. Si. donc quand vous dites les populations vont prendre le... Oui, mais les populations prendront leurs responsabilités parce qu'on voit que cette fermeture du jeu démocratique là... C'est de fuir ses responsabilités. Non, nous ne sommes pas en train de fuir nos responsabilités. Si, les populations au jour d'aujourd'hui et nous-mêmes, c'est pas nos nous visions sommes en train de subir
le cours de Assurément. cette dictature. Assurément. C'est ça le vrai Et problème. Mais vous, les acteurs politiques, Voilà. Nous sommes vous des acteurs faites quoi? Vous politiques. dites quoi aux Voilà. populations? Il faut parler aux Et puis populations. vous laissez les Ne populations laissez bien. pas Bon, quelle est l'opportunité d'engager une campagne pour voter pour le non? Est-ce que cela dénote un manque de Est-ce visibilité? qu'aujourd'hui, Non. les camarades de FPI peuvent nous expliquer depuis qu'ils ont appelé au boycott depuis 7 ans aujourd'hui, c'est quoi aussi le bilan? Parce que c'est ça aussi le problème aussi. Il ne faut pas juger les gens pour les juger. Non, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans les jugements de valeur. Ça, Voilà. c'est ce Quand qui on est appelle à réel. un boycott, il faut reconnaître aussi que le boycott a apporté quoi? Le boycott Le a- président Laurent Gbagbo à son temps. Notre boycott En a apporté 95, avec le désert a appelé à un électoral. boycott. Voilà. Le président Laurent Gbagbo en 95 a appelé à un boycott. Il a même reconnu que j'ai fait une vraie politique. Le RDR, pour les élections législatives municipales, en 2000, ont appelé au boycott. Ils ont regretté ça. Je pense, et je le dis, c'est pas parce que, en politique, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. C'est pas parce que le pouvoir qui est en face ne fait pas d'efforts que nous allons les regarder faire. La population, pour laquelle on se réclame tant, que nous avons la majorité. Mais si on a la majorité, nous ne sommes pas cette majorité dans les prisons, dans les brousses, en exil. Il faut aller vers cette majorité pour les expliquer. Mais qu'est-ce Pour les dire. qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les Non, monsieur propositions? Oro, si vous permettez, il faut que nous Donc, revenions au débat parce que. On va le débat. Non, je vais. On va le débat. Parce que j'ai l'impression qu'il y a Non, certaines non, contradictions. il Je vais va laisser répondre. continuer. J'ai l'impression qu'il y a certaines contradictions. Il ne faut pas faire croire aux gens que lorsqu'on décide de boycotter une élection, c'est une position statique. Parce que aller vers les populations pour leur expliquer pourquoi on boycotte, c'est une démarche vers les populations. Donc il y a ceux qui vont vers les populations pour appeler à voter oui, il y a ceux qui y vont pour appeler à voter non, et il y a ceux qui y vont pour leur demander de boycotter. Mais il Je a suis d'accord. Et dans les trois cas, posé comme tel, il dit. dans les trois cas, il y a des démarches. Mais quand Il y a on eu dit. plusieurs boycotts. Oui. Il y a eu boycott des Mais élections monsieur, vous législatives savez- municipales de 2010, La démarche, je présidentielle dis de juste 2015. que je vais y revenir. Il dit qu'est-ce qu'elle est le bilan que vous Non, en moi, avez tiré? Vous moi, lui appelez à boycotter oui, ça. je vais y revenir, mais ce que je voulais dire au camarade Amanda, c'est qu'il se contredit. Parce qu'on ne peut pas dire que le boycott ne paye pas. Citer les gens qui ont dit qu'ils ont boycotté, ils ont regretté, en même temps annoncer que le projet pourrait boycotter les élections municipales législatives, certaines conditions ne sont pas remplies. Donc, dans ces cas-là, si on est d'accord que le boycott n'apporte rien politiquement, quelles que soient les conditions, il faut y aller Non, mais pour ne pas boycotter. Donc, pour finir, j'aimerais dire que lorsqu'on boycotte une élection, en Côte d'Ivoire, boycotter les élections souvent revient à sauver la vie des militants, à permettre à ceux-ci d'être en vie. Parce que l'homme politique, son job, ce n'est pas d'envoyer les militants au casse-pipe, c'est de préserver les vies. Parce que nous voulons diriger un État, nous ne voulons pas diriger des cadavres. Quand on regarde la violence inouïe avec laquelle M. Ouattara opprime les militants, opprime l'opposition, parce que M. Oro, aller à des élections, c'est quoi? C'est porter des t-shirts à l'effigie de notre parti politique. C'est battre campagne. C'est aller dans toutes les contrées. C'est aller au nord de la Côte d'Ivoire. C'est aller à Bobo. C'est défendre nos idées. Est-ce que nous pensons que, après cela, nos militants, ceux qui se seront exposés pour la cause du parti, qu'est-ce qu'on fera lorsque M. Ouattara les enfermera par milliers en prison? Donc la première des choses d'abord que le boycott nous a apporté, c'est de préserver la vie de nos militants. Ça c'est important pour un parti politique qui aspire à diriger l'État de Côte d'Ivoire. Parce que, rappelez-vous les élections législatives passées, l'opposition était absente, il n'y avait que le RDR et le PDCI. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans certaines contrées, il y a eu des bagarres farouches. Monsieur Kwadjo Bonan Bertin, il a eu sa bouche cassée, je crois, à Bono. Donc, et même à Cocody, il y a eu des problèmes, à Yopougon notamment. Mais c'est Jean-Paul. Donc, pour finir sur ce point-là, quand nous appelons à boycotter, c'est un ensemble de démarches. Nous disons aux Ivoiriens, d'abord nous voulons préserver votre vie. La deuxième chose, nous disons à la communauté internationale, puisque c'est elle qui a installé M. Ouattara en place, que les conditions, aujourd'hui, M. Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme un royaume et qu'il est en train de doter d'une charte. Donc nous disons que nous n'accompagnons pas cet état dictatorial-là. Et comme je l'ai dit, tous les camarades qui seront d'accord, tous les partis politiques et les formations politiques qui seront d'accord pour orchestrer le boycott, nous allons nous retrouver lorsque nous serons prononcés et décider de comment on boycotte, parce que n'oublions pas qu'il y a plusieurs types de boycott. Voilà. Ok. Mais c'est Jean-Paul, je vais rebondir sur Une minute rapidement. Je vais rebondir Nous sur sommes à la fin de notre Je vais rebondir sur rencontre. Voilà. Personne n'a le monopole de préserver la vie des militants. Personne n'a le monopole. Voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'on peut revendiquer la même chose, mais pas de la même voie. Voilà. Le COGEP, dans sa construction des faits, ne peut pas être la même chose que l'UNG. Voilà. Et je repose la question. Le boycott, quand on a préservé la vie des gens, est-ce que M. Ouattara ne dirige pas la Côte d'Ivoire? Moi, j'estime, quand on crée un parti politique, c'est de changer les choses. On ne change pas les choses
en s'enfermant et on dit comme ça, tout va bien. Non. Je le répète, Chablé Goudé est en prison. Donc, personne n'a le monopole de dire tel groupe préserve la vie des militants et tel groupe envoie les gens au casse-pipe. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Nous sommes au terme de nos échanges. Chacun aura 1 minute et demie, 2 minutes pour dire aujourd'hui, bientôt on va le référendum, les législatives après, et la prochaine séance, ce sera certainement la présidentielle de 2020. Vous, en tant que jeune acteur politique, quelle lecture vous faites de la situation actuelle et quelles sont les perspectives? Je commence par vous, monsieur Koné-Cédric. Nous avons fait un tour d'horizon et je vois que les positions sont très tranchées sur la question de la participation ou non à un scrutin électoral. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui en tant qu'opposition, en tant que force de gauche, je crois que l'UNG c'est la gauche, le COGEP également Il ne faut pas croire. c'est la gauche. Voilà, donc en tant que force de gauche, nous sommes confrontés également à une tradition de liberté, à une tradition de courant. Nous allons... Monsieur Cédric, vous avez 1 minute. Oui, bien sûr, nous allons parvenir à nous mettre d'accord, à accorder nos diapasons et puis aller vers la reconquête du pouvoir d'État. Mais c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire parce que diviser... Vous allez vous entendre sur quoi? Apparemment, vous entendez sur pas grand-chose. Nous allons nous entendre sur les modalités de participation aux élections, sur la désignation d'un candidat et également sur l'exercice du pouvoir d'État. Il faut que nous puissions bâtir un programme tous ensemble et nous allons diriger la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens demain. Monsieur Amandalou. Oui, moi je pense que si le PDCU et l'RDR ont fait coalition et ils sont venus au pouvoir, la gauche ivoirienne doit le faire et peut le faire. Donc je pense que la division qui est entre nous n'est pas si profonde que celle qu'il y avait entre le RDR et le PDCI. Mais avec les noms d'oiseaux qui fusent actuellement de partout, il n'y a aucun nom vous êtes d'oiseau. sûr L'essentiel, c'est la quand M. Koné-Cédric dit affiguer sans se régler, l'exclus, c'est bon, c'est fini. C'est pas moi qui le dis, c'est le Congrès Vous qui savez, le dit. je le redis encore, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire. Donc la gauche ivoirienne est obligée et doit se réunir pour reconquérir le pouvoir. Au projet vous êtes retrouvé. Bien sûr. Pourtant, il y a un projet de mouvement avec Louan Biageno et un projet politique avec... Louan Biageno fait partie du bureau national du projet parti politique. Parti politique. Donc c'est réglé, il n'y a plus de projet Il n'y a de aucun mouvement. problème. Il n'a jamais été exclu. Monsieur Sibiko, nous allons finir avec vous. Vous avez 1 minute et demie. Quelle lecture vous faites de toute la situation? Merci, monsieur. Je pense qu'effectivement, la situation, elle est préoccupante, mais elle n'est pas désespérante. Nous, en ce qui concerne l'Union des nouvelles générations, nous sommes ouverts à toutes les alliances qui reposent sur un fondement idéologique. Le fondement idéologique, d'abord, c'est le fondement d'abord de gauche, parce que nous sommes un parti de gauche, et c'est l'attachement au combat du président Laurent Gbagbo. Une fois que ces 2 conditions sont remplies, parce que tout le reste peut se discuter. Vous voyez? Donc, nous pensons qu'il appartient, et ça nous le disons en toute humilité, il appartient au FPI, qui a la légitimité nécessaire de rassembler aujourd'hui toutes les formations et tous les mouvements qui se réclament justement de celui qui a été son père fondateur. Je pense que le FPI et le docteur Aboudraman Sangaré ont la légitimité pour le faire. Et il est incombe de le faire. Et il faut que cela se fasse dès maintenant. Parce que les années passent. Et nous avons déjà passé 6 années à chercher les voies et moyens, à nous entrechoquer. Il est temps que nous allions maintenant à l'essentiel. Il faut que nous sortions des alliances circonstancielles où on se rassemble 6 mois avant les élections en espérant faire changer les choses. Et donc c'est véritablement, je le dis en mon nom, puisque ce n'est pas sorti d'une réunion de mon parti, mais je dis que le FPI a cette charge-là, qu'il se doit de porter. Et nous autres, nous sommes partisans du président Laurent Gbagbo, nous sommes formation politique, et nous entendons jouer notre part dans le combat pour le rétablissement des libertés publiques et individuelles, et ensuite pour la conquête du pouvoir d'État. Mais aujourd'hui, aucun parti politique, même ceux qui sont au pouvoir, n'a la force et les militants nécessaires pour le faire tout seul. La preuve, le RDR est obligé constamment de s'appuyer sur le PDCI. Et le PDCI aujourd'hui doit sa survie à son alliance avec le RDR. Le président Laurent Gbagbo, en 2010, il a été candidat pour le compte de la LMP. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, aucun parti politique tout seul n'est assez puissant pour conquérir le pouvoir d'État.
Il faut donc aller vers des vraies alliances qui reposent sur des tests, des alliances structurées qui nous permettraient d'apporter le bonheur que les Ivoiriens sont en droit d'attendre de la politique que nous leur proposons. Merci, M. Steve Biko, alias Lago Fabrice, secrétaire général de l'UNG, chargé de la communication et du marketing politique. Merci d'avoir accepté notre C'est moi qui invitation. vous remercie. Merci à vous aussi, M. Cédric Koné, membre de la représentation du FPI ici en France. Merci d'avoir accepté notre La invitation. porte vous est grande ouverte, monsieur. Merci aussi à Armand Dago, secrétaire général du COGEP France. Merci d'avoir accepté cet échange. Merci pour l'invitation. Merci aussi aux fidèles téléspectateurs d'Event News TV d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez eu beaucoup de bonheur à suivre, comme vous avez eu beaucoup de plaisir à vous la présenter dans nos nouveaux studios ici à Belleville à Paris. Ce sera un honneur et un plaisir de vous retrouver pour nos prochaines émissions. Au revoir.